bienvenue dans l'invité de 8h30, comme chaque samedi sur France Info avec Myriam Ankawa. Bonjour. Bonjour. Journaliste politique à la chaîne parlementaire. C'est vous, Myriam, qui posez la première question à notre invité, François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Jeudi soir, c'était votre premier grand débat avec les autres têtes de liste sur les services publics. Et à lire les commentaires, vous êtes resté un peu en retrait, pas toujours pugnace et souvent sage. Est-ce que vous n'êtes pas trop gentil dans cette campagne ? D'abord, je crois qu'au fond, nous avons besoin d'un débat sur l'Europe et d'un débat approfondi. Et je n'ai jamais pensé que c'était à coup de slogans ou de punchlines qu'on pouvait éclairer le discernement des Français au moment où ils vont devoir faire un choix très important pour l'avenir de l'Europe. J'espère que ce débat a pu contribuer à les intéresser à l'Europe, mais au fond, nous en sortons tous, je crois, avec un sentiment de frustration parce que plus que la confrontation que j'ai trouvée finalement assez respectueuse, c'est d'abord la brièveté des interventions qui empêchait de développer, c'est vrai, un propos qui puisse prendre en compte la complexité des problèmes. Sur le fait que vous soyez un petit peu novice à ce niveau-là de campagne, de candidature et sur un format comme cette émission, Raphaël Glucksmann s'est confié après, il a dit c'est pas trop mon truc. Et des gens lui sont tombés dessus en disant si c'est pas son truc, il faut pas qu'il soit tête de liste. Est-ce que vous seriez compatissant envers ce qu'il a avoué ? Moi, j'ai trouvé très touchante la sincérité de Raphaël Glucksmann. J'ai pas du tout eu le sentiment qu'elle était le signe d'un manque d'efficacité politique. Au contraire, je pense qu'on a intérêt à remettre un peu de langage naturel dans ces arènes politiques, à se remettre à parler comme le font les vrais gens, à ne pas dissimuler, à ne pas s'entourer d'artifices. Alors, ce qui est vrai, c'est que nous avons choisi d'être là et donc aucun d'entre nous ne peut faire semblant qu'il est là contre son gré. Il faut assumer, bien sûr, la confrontation d'idées. J'espère avoir pu le faire. Mais vous ne cognerez pas dans cette campagne. À quoi est-ce que ça sert ? Je crois que les Français sont épuisés et lassés des confrontations inutiles. Ce qui compte, c'est d'assumer nos désaccords, de les assumer franchement. Je regrette que certaines lignes politiques manquent parfois de clarté. Quand Madame Loiseau ne nous dit pas, par exemple, dans quel groupe elle va siéger. C'est un vrai problème de fond parce que il faut que les Français puissent savoir à qui ils confient leur vote, à qui ils confient leur voix. Mais c'est pas en cognant ou c'est pas en s'attaquant qu'on pourra servir cette clarté. Alors, vous dites sur le fond qu'il y a une place pour une troisième voie dans cette campagne entre la République en marche pro-européenne et le Rassemblement national anti-européen, mais sur le fond, on a encore du mal à savoir laquelle. Emmanuel Macron, c'est le progressisme, c'est le mot qu'il s'est choisi. Marine Le Pen, le populisme, elle ne récuse pas le mot. Et vous, c'est quoi ? Au fond, c'est très simple dans cette question européenne. Je crois que notre famille politique incarne non pas une troisième voie, mais la voie dont les Français ont besoin. Je le vois tous les jours sur le terrain. D'un côté, vous avez des gens qui disent « l'Europe ne marche pas, mais persévérons dans le déni. Continuons d'aller, comme le dit le président de la République, toujours plus vite, toujours plus loin, sans qu'on nous dise exactement vers où nous avançons. Ce qui compte, c'est de faire plus de cette Europe qui ne marche plus. De l'autre côté, vous avez des gens qui diront, parce que l'Europe ne marche pas, et on les a beaucoup entendus lors de ce débat, il faut défaire l'Europe et nous serons plus forts tout seuls. Nous ne croyons ni l'un ni l'autre. Comme, je crois, une immense majorité de Français, nous croyons que l'Europe est nécessaire, nous croyons que nous serons plus forts par une alliance de nos démocraties qui nous permettra de relever ensemble les grands défis de notre avenir, mais nous croyons que pour que l'Europe puisse refaire la preuve de son efficacité, il faut changer en profondeur la manière dont elle se construit. Madame Loiseau vient avec son bilan. Elle est courageuse de venir avec son bilan et c'est très bien qu'elle le défende. Elle nous dit que ça y est, la France est de retour en Europe et que les choses vont bien, que les choses sont déjà améliorées, que chacun constate si cette direction que l'Europe a prise lui convient. Nous croyons qu'il faut réorienter en profondeur la manière dont se déploie le projet européen. Sur les thèmes de campagne, il y a une forme de paradoxe qui d'ailleurs s'est matérialisée lors de ce débat de jeudi, c'est que notre collègue Yael Goz, notre confrère, au début de l'émission, il dit que l'immigration n'est pas vraiment un thème qui remonte souvent quand on interroge les Français. Or, ça a quand même occupé une bonne partie du début de l'émission. Et il s'est passé des choses depuis sur cette thématique. Écoutez ce qu'a dit hier le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à propos du travail des ONG qui portent secours aux migrants en Méditerranée. Les ONG jouent un rôle essentiel pour apporter une aide aux migrants, cela ne fait aucun doute. Toutefois, en Méditerranée centrale, on a observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. On a observé que certains navires d'ONG étaient ainsi en contact téléphonique direct avec des passeurs qui facilitaient le départ des migrants depuis les côtes libyennes dans des conditions effroyables, souvent au péril de leur vie. Les ONG, dans ce cas-là, ont pu se faire complices des passeurs. Christophe Castaner, vous êtes d'accord avec ces propos ? C'est pas maladroit de, comme ça, accuser les ONG d'être complices des passeurs ?
D'abord, c'est un fait qu'il y a des contacts entre les ONG et les passeurs. C'est un fait qui a été avéré par Frontex, qui est l'agence européenne de lutte contre l'immigration illégale. Mais là, il généralise un peu quand même. C'est un fait, mais encore une fois, ce que je crois intéressant dans cette expérience, c'est de voir comment l'enchaînement des meilleures intentions conduit effectivement aux pires catastrophes. On l'a vu d'ailleurs sur le plateau du Grand Débat. On nous a fait encore la morale lorsque j'ai eu l'occasion de dire que nous avions la responsabilité de maîtriser nos frontières. Parce que, au fond, on voudrait opposer d'un côté le camp de l'ouverture, de l'accueil et de la solidarité à ceux qui provoquent les morts en mer Méditerranée. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Et moi, je ne jette la pierre à personne, mais je constate simplement que nos meilleures intentions produisent les pires catastrophes. Et qu'à force effectivement de vouloir accueillir et ouvrir, à force de faire cette promesse au continent africain que quand on arrive en Europe, on peut s'établir en Europe, même de manière illégale, eh bien, on entretient ce rêve, ce faux rêve qui fait des morts en mer Méditerranée. Pour être très précis, François-Xavier Bellamy, est-ce que c'est certaines ONG, est-ce que c'est toutes les ONG qui sont complices, pour reprendre le terme, des passeurs, selon vous ? En revanche, je ne suis pas le mieux placé, je ne suis pas policier, je ne suis pas juge, je ne peux pas vous dire ce qui se joue clairement, mais ce qui est vrai, c'est qu'avec les meilleures intentions du monde, on provoque des naufrages parce qu'on fait croire aux gens qu'on viendra les secourir en mer et ils partent avec cet espoir. Et il y a donc des morts en mer Méditerranée parce que ces personnes croient qu'elles vont pouvoir, par le fait qu'elles s'embarquent sur des bateaux de fortune, arriver jusqu'en Europe. Si cette croyance pouvait être enfin déconstruite, si on pouvait avoir la certitude qu'on ne rentrera en Europe que si on y a été légalement autorisé parce qu'on a droit à l'asile ou parce qu'on a un titre de séjour, alors il n'y aurait plus de morts en Méditerranée. Et c'est la proposition que nous faisons avec les Républicains dans cette campagne européenne. Nous voulons que les demandes d'asile se fassent en dehors du territoire européen. Et vous proposez un système de double frontière. Alors sur la crise migratoire, vous proposez donc un système de double frontière. C'est pas très clair. Vous voulez revenir aux frontières nationales tout en gardant les frontières extérieures de l'Europe. Donc vous voulez sortir de Schengen. Non, on voudrait pouvoir maintenir, on veut maintenir une dérogation qui existe actuellement au code frontière qui régit l'espace Schengen et qui permet aux États de faire de manière aléatoire ou de manière ciblée des contrôles à leurs frontières. Mais temporaire ou permanente, cette dérogation ? Cette dérogation, elle est temporaire actuellement et elle vaut pour la crise terroriste. Nous voulons la maintenir de manière durable en vue de permettre une vraie résolution de la question migratoire. Ça veut dire que vous mettez des gardes-frontières, des postes frontières, par exemple, entre la France et l'Allemagne, entre tous ses voisins frontaliers ? Non, ça veut dire que, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, à la frontière franco-italienne, aujourd'hui, vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été refoulées et qui n'ont pas pu rentrer en France à cause de cette dérogation que j'évoquais à l'instant. Il faut que cette dérogation soit maintenue. Elle ne paralyse pas du tout l'espace Schengen, elle n'empêche pas la libre circulation. Aucun frontalier n'a été empêché d'aller travailler d'un côté ou de l'autre de la frontière à cause de cette dérogation. Mais il faut qu'elle soit maintenue parce qu'encore une fois, nous voyons bien qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore capables de défendre ensemble de manière assez efficace les frontières extérieures de l'Europe. Et notre principale proposition, c'est de faire ce travail-là. Parce que contrairement au Rassemblement national ou à M. Dupont-Aignan, nous ne croyons pas que nous serons plus forts seuls face au défi migratoire. Le défi migratoire, il est devant nous et ce n'est pas en votant contre, comme l'ont fait les eurodéputés du Rassemblement national tout au long de ces dernières années, ce n'est pas en votant contre tout ce qui renforce une politique européenne de lutte contre l'immigration illégale que nous parviendrons à être plus forts face à ce défi fondamental. Et pour les réfugiés, pour les demandeurs d'asile, est-ce que vous êtes d'accord avec un système de répartition ? Ce sont les règles européennes. Quand Viktor Orban, par exemple, refuse le moindre demandeur d'asile en Hongrie, est-ce que vous dites il a raison de s'asseoir sur les règles européennes ou pas ? Viktor Orban, il a refusé cette politique des quotas de migrants qui était demandée par les Italiens à cause de la crise de 2015. La crise de 2015 a été le moment de la grande impuissance européenne. Et elle est derrière nous aujourd'hui. Nous ne voulons pas revivre cette impuissance. Et si mais nous vous ne faisons condamnez rien, Orban ou pas là-dessus ? Je crois que ce que dit Viktor Orban, et sur ce point il a raison, c'est qu'on ne peut jamais imposer à un État une politique migratoire qu'il n'a pas lui-même choisie, pour deux raisons. D'abord parce que les États savent quelles sont leurs capacités d'intégration. Et deuxièmement parce que c'est devant leur peuple respectif que les chefs d'État et de gouvernement sont responsables démocratiquement. Et donc on ne peut pas faire en sorte que la politique européenne soit seulement une répartition de migrants. D'ailleurs ça ne fonctionne pas. Cette politique de quotas, elle est aussi inhumaine parce que les individus ne sont pas des pions qu'on déplacerait sur l'espace européen comme si on pouvait disposer de leur circulation librement. Autre thématique de campagne, l'écologie, qui est très à la mode en ce moment. Tout le monde s'y met et les Républicains sans doute également. On parlait de frontières. Vous souhaitez la création, je cite, d'une barrière
écologique qui imposerait des quotas carbone sur les importations. Est-ce là une forme de protectionnisme ? D'abord, il faut absolument que nous puissions redonner un équilibre à la mondialisation. Et c'est vrai sur la question migratoire, c'est vrai face aux défis écologiques. Ça n'est pas une mode, c'est un enjeu fondamental pour notre avenir. Et c'est vrai peut-être certains, ils sont venus tard quand même. Mais c'est vrai que certains, ils sont peut-être venus trop tard, mais ça n'empêche pas le fait qu'il faut s'y mettre maintenant et prendre cette question à bras-le-corps. La barrière écologique, c'est pour nous... Et ça fait l'unanimité, chez les Républicains ? Oui, bien sûr. L'urgence environnementale, le projet que nous défendons, c'est un projet qui a été validé à l'unanimité par le Conseil national, qui est le Parlement du parti. Cette barrière écologique en est un axe fort. Elle consiste à dire que les produits qui entrent sur le sol européen doivent payer pour la contribution carbone qu'ils représentent. Lorsqu'on produit un objet, on émet du carbone. Aujourd'hui, les producteurs européens, les industries européennes payent une contribution carbone, c'est très bien, ça les incite à être vertueuses dans leur production, mais ils font face à des produits importés qui, eux, ne payent pas cette contribution. Et donc, nous avons une Europe de la double peine qui entretient une concurrence déloyale qui pénalise nos emplois et qui, simultanément, favorise une production écologiquement moins vertueuse. Et donc, il faut mettre fin, évidemment, à cette Europe de la double peine. C'est le principe de cette contribution carbone. C'est le principe d'une barrière écologique qui viendra filtrer aussi, en imposant nos standards écologiques, qui viendra filtrer les produits qui entrent sur le sol européen pour éviter, là encore, ces distorsions de concurrence qu'on impose trop souvent, par exemple, à nos agriculteurs. Allez, on passe à l'actualité nationale, l'actualité en France. On est samedi, des milliers de gilets jaunes devraient se retrouver dans la rue aujourd'hui, depuis maintenant presque 5 mois d'ailleurs. Avant-hier, le Conseil constitutionnel a censuré l'article le plus controversé de la loi dite anti-casseurs, celle permettant au préfet d'interdire administrativement à des personnes de manifester. On va écouter la réaction de Vincent Chamoyau, secrétaire général du syndicat de la magistrature, c'était jeudi sur France Info. C'est quelque chose qui aurait été extrêmement dangereux, dont il n'est d'ailleurs pas non plus acquis que ça aurait apporté quoi que ce soit de positif sur les violences dans les manifestations. Donc cet article, il crée un vrai risque pour les libertés publiques. Et heureusement, la réaction, c'est le soulagement de voir ce risque-là au moins être écarté. Vous la regrettez, cette décision, contrairement à ce monsieur du syndicat de la magistrature? Ce que je regrette, c'est l'impuissance de l'État qui est paradoxalement organisé. Emmanuel Macron fait voter cette loi anti-casseurs que la droite avait proposée. Ensuite, il la soumet au Conseil constitutionnel comme s'il voulait ne pas l'avoir appliquée d'une certaine manière. Ce que je ne comprends pas, c'est comment il se fait qu'on puisse interdire des hooligans d'entrer dans des stades alors que des casseurs multirécidivistes peuvent continuer à aller dans des manifestations. Et je crois que c'est à cette impuissance-là qu'il faut mettre fin. Vous parlez de l'impuissance de l'État, mais c'est l'État de droit aussi en France, et c'est le Conseil constitutionnel qui en est le garant. Bien sûr, est-ce que l'État de droit est respecté quand la liberté de manifester est directement entravée par ces casseurs qui viennent paralyser toute manifestation? Moi, je crois que les gens qui venaient pacifiquement manifester au sein des Gilets jaunes pour dire leur révolte devant une fiscalité qui venait les étouffer, je crois que ces Gilets jaunes sont les premières victimes du désordre qui règne aujourd'hui. Ce que nous voyons dans cette période, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de liberté sans État de droit, mais que l'État de droit suppose la force publique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'aujourd'hui, la force publique, elle est absolument impuissante à mettre fin à ces désordres. Et donc, c'est la liberté de manifester qui est aussi en cause, comme est en cause la liberté d'avoir une activité normale, de pouvoir continuer son activité économique. Le message du Conseil constitutionnel, le message, il est peut-être pas forcément, peut-être qu'il faut pas, amalgamer les casseurs et le fait que, par exemple, en région, on aurait pu interdire à des gens comme ça de manifester pendant un mois. C'était le risque, en fait, qu'on utilise cette loi de manière administrative et qu'il y ait forcément des dérapages ou qu'on mette tout le monde dans le même panier. Très bien, maintenant le Conseil constitutionnel s'est prononcé, c'est entendu. Maintenant, ce que nous attendons du gouvernement, et je rejoins sur ce point Guillaume Larrivé, qui est un très fin juriste, qui est une des figures de notre mouvement. Guillaume Larrivé a demandé que soit réécrite au plus tôt la nouvelle version de cet article 3, de manière à permettre, encore une fois, de mettre fin à cette impuissance de l'État. Il ne faut pas que des casseurs multirécidivistes puissent venir parasiter les manifestations. Et si nous ne le faisons pas, permettez-moi de vous le dire, c'est la liberté de manifester qui sera durablement en cause dans notre pays. Parce que cette nouvelle forme de mobilisation cynique, nihiliste, qui veut seulement détruire et dévaster, elle mettra fin à l'état de droit dans notre pays et le Conseil constitutionnel ne suffira pas à remédier à ce problème. Il y a une autre idée qui vient de votre famille politique, c'est de suspendre le RSA pour les casseurs qu'ils perçoivent. Là encore, il peut y avoir un problème de constitutionnalité. Vous auriez été député, vous auriez signé cette proposition de loi, les Républicains ? Ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, il faut mettre fin à l'impunité des casseurs. Et je crois que la première manière d'y mettre fin, c'est d'y mettre fin par une réponse
pénale qui soit vraiment à la hauteur. Aujourd'hui, retirer les aides sociales aux casseurs, c'est une bonne idée ? C'est pas c'est une idée qui peut être explorée, mais le principal, c'est de faire en sorte que ceux qui viennent casser pour casser soient effectivement sanctionnés. Je crois qu'effectivement, il y a quelque chose de scandaleux pour ceux qui, dans notre pays, voient des gens dont le métier semble être de casser et qui, tous les samedis, dévastent l'économie de notre pays dans le fait de voir que ces gens-là vivent au crochet du RSA. C'est vrai que c'est un problème majeur, mais le premier problème, c'est qu'il faudrait que ceux qui effectivement se livrent à ces dévastations soient effectivement condamnés et effectivement incarcérés. Ce n'est que trop peu le cas aujourd'hui. Jean-Paul Delevoye, que vous connaissez, qui est haut-commissaire en charge de la réforme des retraites, aurait menacé de démissionner cette semaine si certains ministres continuent à estimer que l'âge de départ légal à 62 ans pouvait évoluer. C'est un scénario sur la table, en tout cas. Il a été évoqué par Gérald Darmanin sur RTL. Cette semaine, on l'écoute. La question se pose aux Français. Si vous souhaitez qu'on réindexe les retraites, si vous souhaitez que l'on finance la dépendance, si vous souhaitez peut-être demain encore plus de baisse d'impôts, et il n'y a pas beaucoup de solutions, soit on creuse le déficit et la dette, ça nous y refusons. En tout cas, ce ne sera pas avec ce gouvernement actuel, parce que la dette d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain, ou alors on travaille plus longtemps. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics chez nos confrères de RTL, François-Xavier Bellamy, est-ce que on peut sortir du grand débat en disant aux Français, voilà, on vous a écouté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler plus longtemps ? Non, mais d'abord, on est en train de vivre une séquence totalement surréaliste, pardonnez-moi de le dire, mais... Sur ce sujet-là ? On a monsieur Darmanin qui vient à la radio en disant qu'est-ce que les Français veulent ? Est-ce qu'ils veulent partir plus tard ? Est-ce qu'ils veulent rester à l'âge actuel ? Au fond, on attend d'un gouvernement d'abord qu'il nous dise quel est son cap. Et je crois que on vient de vivre 3 semaines complètement improbables dans lesquelles tous les jours on a une annonce divergente. Je comprends monsieur Delevoye, honnêtement, d'être dans une situation nerveuse compliquée. Mais je crois que les Français sont aujourd'hui à bout de nerfs. On n'a pas le droit de jouer avec les Français sur un sujet aussi fondamental, que le gouvernement nous dise quel est son cap et comment il entend s'y prendre, et qu'on ait enfin des décisions claires. C'est ce qu'on attend de lui. Parce que si vous me permettez une seconde d'attention sur ce point, quand on crée de l'incertitude sur un sujet aussi important que les retraites, qui est le travail que les gens ont fait toute leur vie, et la manière dont ils vont pouvoir vivre les années qui leur restent devant eux, on produit une épargne de réserve. On incite les Français à ne pas consommer, à mettre de l'argent de côté. C'est très mauvais pour l'économie. Et c'est aussi une forme d'indignité qui est faite lorsqu'on joue avec cette question si fondamentale. On n'a pas le droit à vivre dans cette incertitude. C'est dit, mais en attendant, sur le fond, beaucoup de ténors dans votre famille politique sont pour le recul de l'âge légal. On a déjà des chiffres, enfin des âges. Certains, c'est 62, 63, et même certains, c'est 65. Vous êtes d'accord, il faut le reculer, et combien ? Jusqu'à quand ? Une chose est certaine, moi je suis candidat à l'élection européenne et la question des retraites n'est pas le sujet fondamental de cette élection. Mais cela étant dit, mettons-nous d'accord au moins sur un point. Nous avons le devoir d'assurer l'équilibre de notre régime de retraite. Et nous avons le devoir, et M. Darmanin qui nous parle de baisser encore les impôts doit faire sourire beaucoup de Français parce que ça n'a pas encore vraiment commencé, nous avons le devoir de rééquilibrer les comptes de l'État. Et ça ne se fera pas sans que nous puissions faire des choix courageux sur la question des retraites. Ce qui est absolument incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on nous propose une réforme compliquée, une réforme de grande ampleur, dont le postulat de base... Mais vous répondez pas à la question. Qu'elle ne fera pas un seul euro d'économie. Nous avons le devoir de faire des économies sur le régime des retraites pour pouvoir garantir à nos aînés demain une retraite qui soit digne. Ce que nous proposons, au moins, ça devrait faire consensus, c'est d'abord de faire l'unité des régimes de retraite entre le public et le privé et de supprimer les régimes spéciaux de retraite. Et déjà, ce serait 5 milliards d'euros d'économie. On devrait déjà tous se mettre au moins autour de ce postulat d'accord. Et ça me paraît être une évidence. Et puis après, que le gouvernement, encore une fois, qui est en responsabilité, nous dise ce qu'il compte faire. Mais c'est vraiment un enjeu fondamental. Et je crois qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de faire une réforme on passe à l'école sans faire d'économie. Oui, l'école, tiens, il y a une info qu'on a développée ce matin sur France Info. Les élèves de primaire sont sur les 10 années entre 2007 et 2017, le niveau, je vais reprendre ça dans l'ordre, le niveau en maths des élèves de primaire a baissé en France. Comme c'est quelque chose qui a été amorcé il y a 30 ans, c'est pas imputable à Emmanuel Macron du coup ? Ce n'est pas imputable à Emmanuel Macron, bien sûr. Moi, mon premier engagement, je suis professeur de philosophie, mon premier engagement a été comme enseignant pour dire que la baisse du niveau de notre école était la plus grande menace qui pèse sur notre avenir, je le pense. Donc vous ne nuancez pas ce constat, il vous inquiète ? Il n'y a rien à nuancer. C'est d'ailleurs une enquête Teams qui avait été publiée il y a 2 ans déjà sur le niveau des élèves en mathématiques qui montrait que nous étions les derniers
de cette enquête sur la question de l'enseignement des mathématiques. Sur tous les savoirs fondamentaux, notre système scolaire a profondément régressé. Et nous avons besoin de prendre au sérieux ce défi parce que si nous ne savons pas transmettre aux générations qui nous suivent notre culture, les éléments fondamentaux du savoir qui leur permettront de construire notre avenir, alors notre société est durablement menacée dans sa capacité de construire évidemment son dynamisme économique, mais aussi sa vie démocratique et son unité tout simplement. Et donc oui, il faut prendre au sérieux cette crise. Sur les savoirs fondamentaux, c'est l'expression qu'utilise très souvent Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Il y a cette réforme du bac qui inquiète avec ce tronc commun, mais il y a des filières avec notamment des mathématiques. Ça va dans le bon sens ou au contraire vous comprenez les craintes du corps enseignant ? Moi, je comprends les craintes du corps enseignant. J'ai beaucoup d'estime pour Jean-Michel Blanquer. Il a fait des choses qui sont très positives. Il a contribué, justement, on parlait du primaire, à rééquilibrer l'investissement de l'État vers le primaire, et je crois que c'était nécessaire. Mais je le dis comme je le pense, je ne comprends pas cette réforme du lycée. Je ne la comprends pas. Elle me paraît être le décalque de la réforme du collège, contre laquelle je me suis engagé au cours des dernières années, avec exactement les mêmes principes, moins d'heures de cours, une spécialisation plus précoce qui ne correspond pas à ce dont les élèves ont besoin, ni non plus à ce dont a besoin notre système économique de demain. Le monde économique qui se dessine, c'est un monde profondément nouveau et qui appellera des élèves bien formés de manière généraliste, avec une vraie culture générale. Et aujourd'hui, on propose d'aller vers une plus grande spécialisation. Malheureusement, je crois qu'il y a là des économies à courte vue, pour le coup, qui sont faites trop rapidement. Cette réforme qui n'a pas été concertée, qui n'a pas été bien préparée, qui suscite beaucoup d'inquiétudes de la part des parents, je crois qu'il serait sage de pouvoir temporiser ou en tous les cas engager un vrai dialogue sur cette question fondamentale. Alors même si les Français sont moins bons en maths qu'avant, on n'a plus le temps, c'est bon, on a fait les comptes, il est 8h58, donc on va devoir s'arrêter là. Merci. Merci à vous, merci infiniment pour votre invitation. D'être passé à France Info. Merci Myriam Ankawa. Merci à vous. On se retrouve samedi prochain.